Professeur Denis Charbit, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, l'effervescence de la soirée électorale est retombée et avec elle, les résultats, les véritables résultats commencent à tomber. On commence à voir la tendance et on est autour de 58-59 députés pour le bloc de droite. Alors, on a parlé bien entendu d'une victoire pour Benyamin Netanyahou, mais est-ce que c'est une victoire en demi-teinte ou c'est une véritable victoire ? Ça reste plus une victoire qu'une défaite dans la mesure où il a renversé le rapport de force, c'est-à-dire que entre lui et le parti bleu-blanc, là où effectivement concernant les blocs, il a certes amélioré la représentativité du bloc de droite derrière lui, là où celle précisément de Benny Gantz s'est affaiblie. Donc je dirais que sur ces deux paramètres, il l'emporte. Même si par exemple ce matin, eh bien, on va dire, on a un bloc de droite à 58 et de l'autre côté, on a bien évidemment une sorte de bloc de gauche, de centre, avec tous les autres partis qui a 62 quand même, parce que si on fait des calculs mathématiques comme cela, on arrive à cela. C'est vrai, mais voilà, mais c'est uniquement de la mathématique et ça me permet d'une certaine manière de mettre en cause ce slogan qu'on a beaucoup entendu bien sûr de la part du Likoud et de Benyamin Netanyahou, mais qui a été repris par toute la presse, de gauche, de droite, laïque, religieux, tout le monde l'a dit, raclo Bibi, tout sauf Bibi. Mais si c'était vrai, si cette formule-là était, je ne dis pas que ce n'est pas un point commun entre tous les partis de Lieberman jusqu'à la liste arabe unifiée, voilà. Mais c'est vrai, mais ce ne l'est pas autant que l'on peut le croire, puisque si c'était le cas, vous auriez 62 députés qui aujourd'hui feraient une coalition pour empêcher justement que Bibi ou Benyamin Netanyahou plutôt, soit le Premier ministre. Donc, vous voyez ce point commun-là. Alors arithmétiquement là, il fait 62, mais politiquement, il fait rien. Il fait zéro. Donc voilà, et c'est là où il faut prendre beaucoup de distance avec, je dirais, les slogans des partis politiques, mais souvent repris par, je dirais, le sens commun, le discours commun, le discours de la presse écrite, audiovisuelle. Alors encore une fois, mathématiquement, c'est vrai. Ceux qui sont hostiles à Bibi additionnent 61 à 62 sièges. On verra quel sera mais visiblement un peu plus que 60, à moins d'une grosse surprise dans les heures à venir. Alors vous voulez dire en fait, vous voulez dire en fait que finalement bleu-blanc, même si ça a été, tout sauf Bibi, ça a été son principal étendard, ça ne peut pas être le seul étendard et que lorsque par exemple il s'agit de former une coalition avec la liste arabe unifiée, eh bien il y a quand même certains freins. Exactement. Et je vais vous dire, je vais prendre un parallèle français puisque nos auditeurs sont français. Ils se souviennent, en tout cas les plus anciens, ceux de notre génération, se souviennent du programme commun. Quand François Mitterrand a voulu battre la droite, il a fait alliance avec les communistes. Pourtant, il ne les supportait pas. Il n'avait rien de commun avec eux, mais il s'est dit, voilà. Et il n'a pas dit, je vais additionner les voix sur le papier. Il a fait une alliance. Alors là, effectivement, pour des raisons qui n'ont bien sûr rien à voir avec la France et le programme commun Mitterrand et les communistes, c'est clair que la division juif-arabe, mais également ce qui idéologiquement sépare le centre, la gauche même de la liste arabe unifiée, empêche, et je doute que, au nom de la haine de Bibi, comme on l'a dit souvent, je doute que ces 62 députés se disent, vous savez quoi, pendant 6 mois, on se met d'accord pour l'écarter, et puis après on verra s'il n'y a pas le Chasse ou d'autres partis qui voudront nous rejoindre. Mais cette logique-là, elle ne fonctionne pas parce que finalement, cette hostilité à Benyamin Netanyahou, elle est un facteur, je dirais, idéologique, mais elle n'est pas un facteur politique, c'est-à-dire elle ne permet pas de réunir les 4 acteurs concernés par cela. Et si vous additionnez Lieberman, Avoda Meret plus Bleu-Blanc, vous êtes loin des 61 sièges, et donc du coup, vous avez 15 à 5 sièges qui compte pour la représentativité de la Knesset. C'est sûr qu'un parti arabe qui dispose de 15 ou 16 sièges, c'est important, mais qui politiquement sont totalement neutralisés au nom d'une division idéologique qui remonte à 70 ans, qui à mon avis est l'avenir. Ça va pas durer longtemps, mais ça suppose des concessions.
Voilà, c'est ça. Parce que, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, de ce point de vue-là, la mobilisation de l'électorat arabe israélien, c'est peut-être l'envoi d'un message nouveau auquel on n'a pas été habitué, d'une volonté de s'impliquer dans la réalité israélienne et de ne plus être, on va dire, ce parti de marginaux dont on ne peut tenir compte, ou alors qui ne veut pas lui-même s'impliquer dans la vie politique de l'État d'Israël. Est-ce que finalement, ce succès de l'État du parti arabe israélien, de la liste arabe unifiée, ce n'est pas un succès qui arrive peut-être trop tôt aujourd'hui dans la conjoncture actuelle, parce que peut-être que dans quelques années, bien, on va s'habituer peut-être à un gouvernement qui pourrait inclure des Arabes israéliens? Alors, je pense que, Daniel, vous mettez là le doigt sur une évolution possible. Est-ce qu'elle est probable? C'est trop tôt pour le dire, mais une chose qui est très claire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'au moins depuis 10 ou 20 ans. Les Arabes israéliens envie, jalouse, si je puis dire, et veulent d'une certaine manière essayer d'imiter le modèle de Yahadut HaTorah et du Chasse. Voilà deux partis qui ne vous diront jamais je suis un parti sioniste, ils ne le diront jamais, ils diront qu'ils aiment Sion, mais ils ne se déclareront jamais comme sionistes, en tout cas pas le parti Yahadut HaTorah, c'est un mot qu'ils ne prononceront jamais, oui. Et pourtant ils font partie, parce qu'ils sont juifs, de tous les gouvernements et ils n'ont aucun problème. Et le rêve de cette liste arabe unifiée, alors pas de tous les éléments, parce que c'est là où ça devient quand même un peu plus compliqué que ce qu'il faut que parce j'en présente là. Emmanuel Oudeh, c'est pas Balad, Emmanuel Oudeh, c'est pas le parti islamiste. Il y a effectivement des divisions internes idéologiques. Vous savez, cette idée que les Arabes pensent la même chose, c'est aussi faux que de penser que les Juifs pensent la même chose. Ils sont aussi divisés que nous. Il y a des islamistes, il y a des bourgeois, voilà, le parti... Mais ils ont su s'unir lorsqu'il a fallu. Ils ont tiré les leçons de la consultation d'avril dernier. Ils sont passés de 10 mandats, ou peut-être même ils ont failli frôler les 6 mandats à l'époque, puisqu'un des partis risquait de passer en deçà du seuil d'éligibilité. Et aujourd'hui, ils sont à 15. C'est tout à fait. Et ce qui est d'ailleurs un peu regrettable, parce que là, pour le coup, j'ai envie de dire que et la gauche et le centre payent très fort ce prix-là. Au mois d'avril dernier, 1/3 des électeurs avaient voté pour des partis sionistes, tels que de gauche, sans Bleu Blanc ou Avoda Meretz. Cette fois-ci, on n'a pas encore les chiffres, c'est vraisemblablement au-dessous de 10%. Mais pourquoi? Parce que le Meretz a eu la très mauvaise idée de penser qu'il pouvait se passer d'un député, voilà, de mettre en 12e position, et on voit au résultat qu'on est très loin du compte. Et les Bleu Blancs, qui d'un côté les additionnent tout le temps, on dit, vous avez, vous-même vous avez dit 55 pour, mais n'ont pas cessé de renier, de dire ouvertement. Alors, c'est peut-être politiquement, comment dirais-je, souhaitable, mais le résultat, c'est que du coup, les franges, alors bourgeoises, intégrées dans la vie économique israélienne, ceux qu'on voit tous les jours dans notre travail au dispensaire social, etc. Eux, ils votent Meretz, ils peuvent voter Meretz, ils peuvent voter Bleu-Blanc, mais ils ont eu le sentiment d'être rejetés, violemment, refusés. Et donc, cette distinction-là, elle pourra peut-être marcher, mais elle repose, Daniel, pour finir de répondre à votre question, sur une condition. Il faudra que cette liste arabe unifiée fasse, je dirais, un peu sourdine sur la dimension nationaliste palestinienne, voilà, et pas en disant qu'on n'est plus palestinien, mais en disant on accepte l'État d'Israël. C'est-à-dire cette contradiction, j'ai pas envie de dire cette hypocrisie, parce que l'identité complexe des Arabes israéliens, c'est un vrai sujet. Mais il faudra à un moment que le fait qu'ils souhaitent, comme ils le disent lorsqu'ils rejettent violemment le plan Trump concernant l'inclusion de villes ou villages arabes dans l'État palestinien, c'est bien qu'ils disent oui à l'État d'Israël, avec ses défauts, avec ses problèmes, avec sa judéité qui leur pose problème, etc. C'est vrai, mais il faudra qu'ils mettent une sourdine, non pas sur leur identité nationale palestinienne qu'on ne peut pas remettre en cause, mais sur leur hostilité de principe, en quelque sorte. Pour se focaliser sur les problèmes sociaux et les problèmes intérieurs. D'une part, pour mettre plus en avant et pour montrer qu'on peut, à l'exemple de Yahadut HaTorah, rester ferme sur sa position que tout le monde respecte. Personne ne va leur demander de se lever quand on chante l'hymne national, mais peut-être qu'aujourd'hui ils le font. Ils ont peut-être changé également depuis lors, mais on leur demande pas un aggiornamento idéologique. On leur demande tout simplement d'apparaître comme ceux pour qui, comment dirais-je, l'intérêt de l'État
compte. Alors, bien sûr, quand on parle des orthodoxes, on se dit, c'est surtout leur intérêt qui compte, mais on est dans une vie politique très communautarisée, donc on a le droit de penser que les intérêts de la communauté arabe comptent, à condition de montrer que ça ne rentre pas en contradiction avec le bien-être de l'État d'Israël. Et plus ils affirmeront cela, plus ça deviendra cachère, permettez-moi cette expression-là, d'imaginer un front, parce que si le centre et la gauche veulent un jour revenir au pouvoir, ça ne pourra se faire que par une alliance ouverte, une alliance déclarée avec des concessions de part et d'autre, et notamment, comme je l'ai dit, du côté arabe, sur le rapport à l'État d'Israël, qui restera compliqué, qui restera complexe, mais qui peut se transformer si effectivement demain ils deviennent des partenaires d'une coalition. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, je parlais donc de social avec les Arabes israéliens, et je voudrais avoir votre appréciation sur la victoire de Binyamin Netanyahou, sur le succès du Likoud, de ce Likoud qui est redevenu le grand parti de l'échiquier politique israélien. Est-ce que il est exact de dire ou de comparer, on va dire, le vote de l'électorat du Likoud, que l'on a vu hier même dans certains reportages de la télévision israélienne, comme une sorte de volonté de réaction à la condamnation, à l'inculpation plus exactement de Binyamin Netanyahou dans les procès de corruption dans lesquels il est impliqué, un peu comme à l'époque, en 1999, on avait assisté à un succès incroyable du parti Chasse, qui avait obtenu 17 députés, après la condamnation de son leader Aryeh Deri, et qui avait été perçu comme une forme de volonté de s'en prendre de manière délibérée au second Israël, aux séfarades, de manière discriminatoire. Vous pensez qu'il y a eu le même genre de réflexe dans une partie importante de l'opinion de l'électorat du Likoud? Alors, écoutez, toute réponse que l'on ferait aujourd'hui, on s'aventure un tout petit peu parce qu'on n'a pas encore les résultats ville par ville. D'après les premières estimations, d'après les premières observations sur les résultats définitifs, il semblerait, je le dis avec beaucoup de prudence, mais il semblerait, enfin, je ne fais ici que reprendre ce que j'ai pu déjà constater, il semblerait que la capacité du Likoud de repêcher, de ramener au bercail ceux qui n'ont pas voté pour le Likoud lors des dernières élections et lors des 2 derniers tours, à Netivot, à Sderot, à Bet Shean, tout ça, ça ne compte pas beaucoup. Ça n'a pas été un raz-de-marée, c'est pas eux qu'on a tiré. En revanche, et c'est là où c'est très intéressant, on voit que dans les villes moyennes, Rishon LeZion, Modine, etc., dans ces villes moyennes, en fait, je vous donne mon hypothèse, mais je ne peux pas la vérifier, mais c'est une hypothèse qu'il faut retenir. Les électeurs de Kahlon qui n'ont pas voté, qui ont donné la chance à Carol Lavan, c'est-à-dire qui n'aimaient pas le style Netanyahou, même s'ils étaient favorables, en gros, à sa politique internationale, donc ont donné une chance à Benny Gantz. Et là, je pense que sur la question de la coalition d'une part, comment on s'allie avec des partis arabes, parce que pour eux, c'est un chiffon rouge. Je veux dire, ça, ils ne peuvent pas l'admettre, ces électeurs-là ne peuvent pas l'admettre. Et puis, je dirais également ce qui s'est passé en fin de campagne autour du conseiller en communication disant il n'est pas capable, mettant en doute les capacités. Il semblerait, en tout cas, je conclus, il semblerait que ce soit là que le Likoud a raflé les 100 000, 150 000 voix qui lui ont permis de se hisser au-dessus. C'est un électorat qui avait probablement disparu en septembre dernier. Voilà. Ou qui avait voté Carol Lavan. Parce que ce qu'on voit, c'est que, qu'est-ce qu'on voit, je le dis très rapidement, on voit que une grande partie, la moitié des voix du Meretz Avoda est partie, et bien entendu, alors peut-être une partie est allée vers la liste arabe unifiée, mais l'énorme partie est allée vers la liste bleu-blanc, et donc c'est pour ça qu'il se maintient à peu près au niveau qu'il était, mais en revanche, le parti bleu-blanc a perdu ces voix-là qui étaient celles de Kahlon, donc des gens qui étaient favorables à une coalition avec Netanyahou, mais qui étaient un peu dégoûtés, et donc de ce point de vue-là, je crois qu'il serait abusif de penser que dans la mesure où on n'a pas hyper mobilisé dans les villes de développement, on n'a pas fait tellement mieux, un petit peu mieux, mais pas tellement mieux, ça compte pas beaucoup en termes de voix, il semblerait donc, à mon avis, abusif de penser que c'est un blanc-seing qu'on accorde à Netanyahou et qu'en gros on accepte l'idée que c'est un bluff. Non, c'est tout simplement qu'on se dit, on est là pas pour élire un sage et un moraliste et quelqu'un qui est juste, on est là pour donner le pouvoir à celui qui en veut, à celui qui est capable de gérer dans la crise. Et regardez la crise du coronavirus,
coronavirus, elle a pu aussi montrer à quel point il sait être un leader, cette énergie qu'il a démontrée, et finalement se dire, dans les circonstances actuelles, il vaut mieux peut-être que ce soit encore lui pour une fois supplémentaire. Alors Denis, même si finalement il n'est pas arrivé au 61. Voilà, il n'est pas encore arrivé. Alors justement, est-ce qu'il nous reste une minute, est-ce que vous pensez que désormais, alors que Benyamin Netanyahou a la capacité de former un gouvernement, vous pensez que Bleu-Blanc doit se joindre à une telle coalition ? Alors tout dépendra du chiffre, c'est-à-dire que si on est sur du 58-62, là, Benny Gantz est en mesure de dire ok, mais on revient en gros, s'il pense que c'est la bonne solution, on revient en gros à la formule d'une rotation. Si c'était 60-61, là c'est clair que Benny Gantz aurait pu peut-être rentrer dans une coalition pour éviter un 4e tour qui lui sera fatal, mais il n'aurait pas pu demander. Donc toute amélioration du rapport de force en faveur de Bleu-Blanc permet le retour à la formule d'un gouvernement d'union nationale où on partage le pouvoir et c'est là-dessus que ça va jouer. Ils ne rentreront pas comme force d'appoint, ça c'est inconcevable. Eh bien, professeur Denis Charbit, merci beaucoup. C'est comme d'habitude toujours très intéressant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur les derniers développements politiques après ces élections. Bonne journée, shalom. Merci. Au revoir.